Le Nigeria, 8e pays de notre traversée de l'Afrique. Un pays immense, complexe et souvent redouté par les voyageurs. Avant d'y entrer, on avait entendu tout et son contraire. Insécurité, routes chaotiques, corruption, bref, le genre d'endroit qui te met la pression avant même d'y arriver. Mais parfois, les pays les plus impressionnants sont aussi ceux qui te marquent le plus. Ici, tout est intense. Les sons, les couleurs, la foule, la chaleur. Traverser le Nigeria, c'est une expérience à part entière, un vrai test pour le mental, la mécanique et la patience. Dans cette vidéo, je t'emmène avec nous sur les routes nigériennes, là où chaque journée réserve son lot de galères, de surprises, mais aussi de belles rencontres. Bienvenue si tu découvres la chaîne, je m'appelle Tom et je suis parti de Paris il y a quelques mois avec ma mère pour rejoindre l'Afrique du Sud par la côte ouest. Ici, je vous raconte toute notre aventure dans les bons moments comme dans les mauvais. Si tu découvres mes vidéos, je t'invite à regarder les épisodes précédents, ça t'aidera à mieux suivre notre aventure à travers l'Afrique. Aujourd'hui, on reprend la route direction le Nigeria, un pays qui ne laisse personne indifférent. Mais avant d'y arriver, on a dû traverser le Ghana, un pays qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'explorer comme on l'aurait voulu. On y a tout de même fait de très belles rencontres, comme l'artiste guinéen Patrick Tego-Texon, qui transforme des matériaux recyclés, surtout des tongs, en véritables œuvres d'art. On l'a interviewé et si tu veux retrouver la vidéo complète, elle est sur mon Instagram. It is not boring to me. It's like my world. Yeah. Welcome to my studio. I'm Patrick Tego-Texon. I'm a multidisciplinary artist. Currently, I'm focused on collecting flip-flops from beaches across Ghana and using them for my art as a way of encouraging sustainability and to see the possibility out of this material. So here, a collection of flip-flops that I have been collecting from the beach from the past year. Ensuite, on a pris la direction d'Accra, la capitale, pour assister et photographier une compétition de skate organisée par l'association Surf Ghana. L'énergie là-bas était incroyable et voici quelques photos qu'on a pu prendre lors de l'événement. Puis on a continué vers le Togo. Comme dans chaque pays, il fallait gérer des papiers, des visas pour la suite du voyage. J'en ai profité ici pour me couper les cheveux chez une Suisse installée ici après avoir rencontré un Togolais. Et c'est aussi là qu'on a croisé deux autres voyageurs, Megan et Alain. C'est avec eux qu'on a décidé de traverser le Nigeria en convoi parce que, comme je l'ai déjà dit, le Nigeria a de quoi faire peur les voyageurs. Au Togo, on en profite aussi pour passer dans un garage afin de faire vérifier l'état général de la voiture, afin d'être prêt pour la longue piste du Nigeria qui nous attend. Le garage a mis tous ses apprentis sur le coup, c'était assez drôle et ils étaient tellement efficaces que je voulais absolument faire une photo de famille à la fin. Bon, on est arrivé au Togo et là on a été rejoint par deux Suisses qu'on a retrouvés sur la route et c'est avec ces deux personnes-là qu'on va traverser le Nigeria. Parce que c'est un pays qui peut craindre un peu sur le voyage et donc c'est mieux de le passer en convoi. Et voilà, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai changé de coupe, ça change un peu, ça fait du bien parce qu'ici il fait chaud et avoir les cheveux courts, ça fait du bien. Et voilà, et là on est sur la plage, la tempête arrive et puis on va déjeuner tranquillement, aller se baigner sous l'orage. Puis voilà, petit programme. Puis on continue notre route en direction du Bénin en suivant la côte. On assiste au retour des pêcheurs qui se font aider par des dizaines de personnes pour remonter leurs lourdes pirogues sur le sable. Ici, tout le monde aide pour pouvoir ensuite profiter de la vente des poissons. On essaye aussi de faire quelques photos avec un miroir trouvé dans la voiture. Après tout ça, on filera vers le Bénin pour obtenir les visas du Nigeria.
Au Bénin, on prendra le temps de visiter un lieu mythique, le village de Ganvié. Il est surnommé la Venise d'Afrique. Le nom Ganvié signifie « nous sommes en paix » ou « nous sommes sauvés ». Et c'est donc ici que pendant la période de l'esclavage, des populations ont fui leurs terres pour se réfugier sur le lac et échapper à la déportation. Et aujourd'hui, près de 45 000 personnes y vivent. Les hommes sont pêcheurs et les femmes sont commerçantes. Et ici, la vie s'organise entièrement sur l'eau. Chaque matin, entre 4 et 8 heures, le grand marché prend vie. Un vrai ballet de pirogues et d'échanges a lieu sur l'eau. Bon, il est 5 heures du matin, on vient de se réveiller. On s'est fait dévorer par les moustiques toute la nuit. Et là, on s'apprête à aller visiter la Venise d'Afrique. Ça s'appelle le village de Ganvié, qui est au-dessus d'un lac. Et donc voilà, c'est tout sur pilotis. Et ce matin, on va prendre du coup une pirogue pour aller voir le village. Et pourquoi on se réveille aussi tôt? Parce qu'il y a un marché vers 6 heures du matin où on peut voir pas mal de choses. Et je pense que c'est le moment sympa à aller voir à Ganvié. Et puis ça évite aussi d'avoir la masse de touristes à Ganvié, parce que voilà, c'est un village très touristique ici au Bénin. Et de le voir avec uniquement des locaux, c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà, bon, c'est parti et on y va. On va choper la pirogue. C'est parti! Ganvié n'a d'électricité que depuis 1 an à peine, et le tourisme leur permet peu à peu de développer de nouvelles infrastructures. Et au niveau de l'accès à l'eau potable, ici, il existe plusieurs forages qui sont installés un peu partout, et ce sont souvent les femmes qui vont remplir des bidons en pirogue pour alimenter chaque foyer. C'est réellement un lieu hors du temps, paisible, mais vraiment plein de vie. Après tout ça, on passera quelques nuits dans des villages où nous ferons différentes rencontres. On sera même invité dans une église à s'asseoir bien sûr au premier rang pour assister à une messe. Et on remarquera ici que les messes sont plutôt très très longues. Pour vous dire, il y avait même une personne avec un bâton chargé de réveiller ceux qui somnolaient dans l'église, en leur tapotant l'épaule. On prendra aussi quelques photos. Et puis viendra le moment du départ
pour le Nigeria. Il est 5h30 du matin, on s'est réveillé là pour partir à la frontière du Nigeria et donc débuter cette traversée ça va durer environ 5 à 7 jours pour arriver jusqu'au Cameroun. Et donc on part tôt pour pouvoir rouler toute la journée et arriver pas trop tard dans un hôtel en fin d'après-midi au Nigeria. Donc on a très mal dormi, il fait ultra chaud ici, on a pris un petit... oh putain, il y a des cafards et tout aussi là. Oh, c'était pas l'Airbnb de fou, mais bon, ça nous a permis d'avoir un toit et de pas dormir dans la tente. Et puis voilà, moi je vais me faire un petit café et on va partir doucement vers 6h à peu près. Ça y est, ça fait maintenant 4 mois qu'on voyage en direction de l'Afrique du Sud et on va rentrer aujourd'hui dans un des pays que l'on redoute le plus, le Nigeria. Avant de se lancer, on s'est beaucoup renseigné sur la situation actuelle et sur les zones à éviter pour minimiser les risques. La veille, on a regardé un documentaire sur Arte qui forcément ne nous a pas du tout rassurés. Cette route s'enfonce dans l'une des régions les plus dangereuses au monde. Le nord du Nigeria détient un sinistre record, celui du plus grand nombre d'enlèvements, 10 par jour en moyenne. 3 lycéens d'à peine 18 ans. Je n'ai pas d'argent. C'est la première fois que je fais ça. Ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai fait ça sans vraiment réfléchir. J'ai enlevé un garçon le 26 avril. J'ai appelé son père pour lui demander de l'argent, 20 €. Mais heureusement, il y a une chose qui nous a bien rassurés, c'était les nombreux témoignages de voyageurs qui étaient passés avant nous. On se dirige vers le Nigeria. Et là, il est 6h du mat. Il n'y avait que des retours positifs. Et il était temps pour nous de partir faire notre propre avis. C'est galère parce qu'il y a des trains partout dans la ville et de conduire de nuit sans savoir où tu vas, c'est pas le plus simple. Surtout que ici la nuit c'est ultra dangereux vu que t'as des piétons partout, des voitures et des scooters partout. Qui conduisent dans tous les sens, donc vraiment faites attention. L'une de mes plus grosses craintes, c'était de savoir comment allaient se passer les nombreux contrôles de police, militaires et civils sur la route. Car oui, il y a parfois des barrages tous les 20 mètres. Mais lors de notre première journée, on a compté environ 50 barrages pour seulement un seul réel contrôle. Ah, c'est marrant. Ah, faut pas que je les perde. Pas d'alcool au volant. Mais des cacahuètes, oui. Ouais. C'est du bon gin, ça. Notre premier objectif était de rejoindre un refuge de chimpanzés au milieu d'une immense forêt primaire. Et pour y arriver, on a passé 3 jours à rouler non-stop en s'arrêtant chaque soir dans des petits hôtels. Jour 2 au Nigeria. On est parti ce matin et là on prend la direction de la ville de Benin City.
voilà, on va bien rouler et on espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de contrôle. Hier, on en a eu 50 dans la journée. On nous a pas trop fait chier, donc ça va. Donc on croise les doigts pour aujourd'hui. Pour l'instant, ça roule. Et voilà, ça va être... Pour l'instant, c'est vraiment pas beau le Nigeria. Mais on sait que la fin du pays, ça sera magnifique et que de la piste. Et donc, voilà, on a hâte de ce moment-là. Petit café. Il n'y a pas le temps pour les pauses café. Ça roule, ça roule. Comme je te l'ai déjà expliqué, on traverse le pays à 2 voitures. Mais le Nigeria étant le pays le plus peuplé d'Afrique, je te laisse imaginer le monde sur la route et la difficulté pour toujours garder l'autre voiture en visu. Alors afin de mieux communiquer, nous étions équipés de 2 talkie-walkie. Et également, comme tu t'en doutes, traverser un pays de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres, il nous faut de l'argent pour payer l'essence, la nourriture, le logement et autres. Et comme les autres pays, tout est en cash ici. Et sur ce point-là, on a vraiment fait une erreur. Alors accroche-toi bien parce que ça fait mal et si tu prévois de venir ici, prends bien note. Au Nigeria, il est impossible de retirer plus de l'équivalent de 7 € par banque. Souvent, tu ne peux pas retirer plus de 3 € équivalent par retrait, avec bien sûr des frais de 1 € sur chaque transaction. Je te laisse imaginer la galère que c'était pour retirer suffisamment de cash pour les 7 jours et le nombre de banques différentes qu'on a dû faire. Mais surtout, ce qu'on a dû payer en frais de transaction. Bref, maintenant que tu sais, s'il te plaît, fais du change avant de venir ici. Nos 3 premiers jours de route se font sans problème. Toutes les personnes faisant les contrôles nous laissent gentiment passer sans souci, mais vient l'un des pires jours de l'aventure jusque-là. Après avoir passé la nuit et fait le plein à Abakaliki, on prend la route en direction du Drill Ranch, situé en plein milieu de la magnifique forêt protégée. Mais après avoir roulé près de 100 km, le 4x4 a du mal à passer les vitesses et cale. On commence alors un peu à stresser parce que c'est pas du tout l'endroit où tu veux tomber en panne. En cherchant un peu, on trouve un seul et unique garage dans la ville d'Ikom. Alors le mec veut bien s'occuper de la voiture, mais il se rend très vite compte qu'on a de l'essence à la place du diesel dans le réservoir. Nouvel arrêt dans un garage, nouvelle panne. On est vraiment perdu et c'est pas du tout le moment de tomber en panne. La station précédente, t'as le mec qui nous a foutu de l'essence à la place du diesel. Et donc forcément, au bout de quelques kilomètres, la voiture elle fonctionne plus, elle cale. Et on pensait qu'au début c'était un problème de la boîte de vitesse. Et puis en fait on a direct vu que c'était l'odeur de l'essence. Et donc là on vide tout le réservoir. Ils vont nettoyer. Et puis j'espère que ça va aller. Normalement sur cette voiture-là, ça devrait pas tout péter et ça devrait passer. Mais bon, c'est quand même chiant, ça va coûter cher. Ça veut dire qu'il faut remplir tout un plein. Donc là, ici d'ailleurs, il faut retirer de l'argent. 3 € par 3 € dans les banques. Tu peux pas retirer plus. Et à chaque fois, tu as des frais. Donc ça coûte super cher. Et donc là, ça veut dire qu'on avait prévu le cash pour arriver jusqu'au Cameroun. Maintenant, il faut retrouver une banque pour retirer l'équivalent de... Je sais pas, il faut remplir 85 litres d'essence. L'essence ici, heureusement, elle est moins chère qu'ailleurs. Elle est à 70 centimes, donc ça va, heureusement. Plus le garage, bon, ici, ils prennent rien du tout. C'est 3500, donc ça fait 2 €. Donc ça va. Mais bon, c'est pas du tout le moment de tomber en panne au Nigeria. C'est comme ça. Et une fois tout fini, il change complètement son prix en demandant l'équivalent de 250 €. Forcément, tout est en cash et pour nous, impossible de payer cette somme. Bref, après 30 ou 40 minutes à négocier sous la chaleur, on en vient à payer l'équivalent de 20 €. Après ça, on reprend la route en direction de la forêt et on a pris beaucoup de retard. Et le soleil descend très vite avec une route totalement défoncée. Le GPS nous dirige vers une piste de plus en plus défoncée, mais les locaux nous disent « Ouais, avec vos voitures, vous pouvez le faire ». Et en voyant qu'il n'y avait que 5 km, on se lance. Mais là, c'est le drame. Après 500 mètres, un homme bourré en scooter tente de voler la voiture d'Alain et Mégane et commence à frapper notre voiture.
Heureusement, après plusieurs minutes intenses et stressantes, on finit par reprendre la piste. Cette piste, on l'apprendra plus tard, n'est plus empruntée par les voitures et les camions depuis bien 2 ans car elle est devenue impraticable et dangereuse. Tout du long, des tranchées profondes se sont formées lors des saisons des pluies, ce qui complique réellement le passage. La moindre erreur peut faire basculer la voiture sur le côté et mettre fin au voyage. Et pour compliquer tout ça, la nuit est en train de tomber, notre visibilité aussi, et il est de plus en plus dur de distinguer le relief. Alors après environ 2 heures, on se rapproche enfin du point GPS pour le ranch. Mais en pleine nuit noire, on loupe le virage qui mène à notre destination, et encore sous le choc de l'agression qu'on a subie, on commence à se demander où est-ce qu'on va dormir. Heureusement, on croise une moto sur la piste et le mec accepte de nous donner la direction et même de nous escorter jusqu'à la destination où on a pu se reposer, manger un petit quelque chose et passer une bonne nuit après cette longue journée. Aïe 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 aïe. Quelle journée. Voilà, c'était dur. Hein. Je crois que là c'était la plus dure de toute l'aventure là. Ouais, c'est sûr. C'était agressif là, c'était chaud. hyper long. Une piste mais impraticable comme c'était un truc de malade. Impossible. Et mais bon on a réussi. La voiture c'était vraiment chaud. Les Suisses qui étaient avec nous devant, qui ont failli se faire voler leur voiture, un mec qui est rentré dedans et qui a essayé de se barrer. Heureusement, ils ont réussi à l'arrêter. Et, on a tout fait pour les aider. On arrivait la nuit tombait et ici la police s'en va à partir de 5 heures. Donc à partir de 5 heures, c'est bien plus chaud. Et bah ouais, on a vu. Ici, les gens sont super gentils, mais là, malheureusement, il y a des gens, ils boivent de l'alcool ici, sûrement trop, et réagissent super mal. Et là, il était mais ultra agressif. Et ouais, c'était vraiment chaud. Hein. La voiture, toute la journée, on est tombé en panne. On a mis de l'essence à la place du diesel, donc la voiture tombe en panne. Heureusement, on trouve un garage. Ensuite, il essaye de nous arnaquer. Donc il a fallu se battre pour changer le prix. Il voulait pas nous laisser partir, donc ça a été dur. C'était super dur. C'était violent là. Heureusement, il y avait des femmes, il y avait 2 femmes qui hurlaient pour essayer d'arrêter le mec. Ouais, c'était chaud. Donc ça a fait venir d'autres personnes. Moi, à un moment donné, j'ai pris un bâton, j'ai frappé le mec. Je me demande comment j'ai fait ça. Ouais. J'avais la gazeuse qui était prête à être dégainée pour gazer le mec dans les yeux. Mais bon, j'ai pas fait parce que je me suis dit j'attends jusqu'à la fin. Si ça part vraiment encore plus dans tous les sens, je le fais. Mais sinon, j'attendais de voir. Sinon, ça peut causer encore plus de problèmes. Le mec qui s'énerve encore plus, qui commençait à taper nos vitres en plus, très fort. Ouais, c'était violent. Comme s'il allait péter les vitres. Et puis, nos amis suisses n'arrivaient pas à démarrer. Donc, c'était ouais, ils n'arrivaient plus à démarrer. Mais on a fait 3 heures. Pendant 3 heures, on a fait cette piste. Et on a roulé
au moins 45 minutes dans la pleine nuit. Ah, c'était chaud. C'était chaud, il faut plus refaire ça. Non, c'est fini. Ça. Rouler de nuit dans des endroits comme ça. Trop dangereux. On a eu vraiment peur là. Ouais, on l'a fait. Mais là, on se tape un dîner, tomates, cacahuètes et une vache qui rit. Moi, je me suis fait des nouilles instantanées, mais qui sont immondes. Enfin bref, on est en vie, tout va bien. On est arrivé dans un endroit magnifique. Il y a des singes de partout. Enfin, on n'a pas encore vu, mais apparemment ils arrivent dès le matin. Des chimpanzés, des drills, je sais plus comment ça se dit en français. Bref, on va voir. Allez, à demain. Le lendemain matin, le jour se lève, la forêt se réveille et des bruits d'animaux se font entendre de partout. On a chopé un ananas là, mais gigantesque. La taille de l'ananas, c'est à manger pendant une semaine. Tu nous fais quoi là ce matin? Les crepas bretones de la foresta de Nigeria. Wow. C'est meilleur. On va Pas de gâchis sur la pâte à crêpes, hein. N'hésite pas. Oh là 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 là, que ça va être bon. Les aïoles. Oh. Bueno. C'est faire des crêpes, on se va faire des crêpes. Là, on est au milieu du Nigeria dans une énorme forêt hyper dense. Et hier, on a pris la piste la plus dure depuis le début de l'aventure pour aller voir des singes et surtout voir des chimpanzés. C'est la première fois qu'on va les voir en pleine nature. La forêt est magnifique. Ça va être une expérience de fou, je pense. Ici, nous sommes au Drill Ranch. Fondé en 1991, il est le premier projet de réhabilitation des primates de la région. On y retrouve de nombreuses espèces de primates, mais essentiellement des drills et des chimpanzés. Recently, the hunters have been poaching a lot in the forest, so we still have them here until there is a more concrete evidence that there is a protected forest here. Yeah, free range. So they are still here, but En grande majorité, ces primates ont été récupérés suite au braconnage. Et je dis bien en grande majorité, car dans cet endroit se trouvent aussi des chimpanzés sauvages qui sont venus d'eux-mêmes après avoir découvert l'enclos. Ici, ils se sentent en sécurité et sont bien nourris.
brother. Look. Brother. Ça va toi? Dans les zoos occidentaux, les drills se reproduisent difficilement. Mais le Drill Ranch a enregistré plus de 250 naissances chez des parents sauvages réhabilités, ce qui fait de ce projet le programme d'élevage en captivité le plus réussi au monde pour un primate en voie de disparition. Malheureusement, cette grande forêt subit petit à petit la déforestation, ce qui chasse les animaux et rend leur survie de plus en plus compliquée. Il n'y a pas si longtemps, ici, vivaient également des gorilles qui se sont petit à petit réfugiés dans les montagnes, et on ne sait pas exactement s'ils sont toujours parmi nous, car ils n'ont pas été aperçus depuis plusieurs années. Ah, le chemin, c'est le chemin pour la douche, ça? Là, on est en pleine forêt, là. On vient de se prendre une méga douche. Ça fait vraiment du bien. Et ça, c'est vraiment les toilettes et la douche. C'est des chemins comme ça où tu te balades dans la forêt. C'est énorme. Donc ça là, ça c'est la route pour aller aux toilettes. Et donc là, t'as pas intérêt à te perdre. T'es en pleine forêt. Ça, faut mettre ça. Et putain, des insectes, je sais même pas ce que c'est. Hop. Ça veut dire que les toilettes, elles sont occupées. Voilà. Les toilettes. Oh putain. Et voilà, et t'as la vue sur ça. Et de temps en temps, là, t'as des singes qui sont là. Alors que toi, t'es tranquillement en train de poser ton machin, là. C'est pas mal. Après avoir passé une dernière nuit dans cette magnifique forêt, on reprend la route vers le nord. Notre objectif est de rejoindre les montagnes nigériennes et surtout la frontière terrestre avec le Cameroun. Là-bas, nous attend 2 à 3 jours de off-road sans assistance possible, alors il nous faut arriver avec la voiture prête, mais surtout suffisamment de diesel pour tenir jusqu'à la prochaine station essence à plusieurs centaines de kilomètres.
7 h du matin. On a traversé la totalité du Nigeria, quasiment, et on s'est embarqué hier pour traverser la fameuse piste qui va nous emmener jusqu'au Cameroun. Ici, les paysages ils sont incroyables. C'est des collines d'un peu partout, c'est hyper montagneux, on est à environ 1500 mètres d'altitude. Donc la température ici, elle a complètement chuté. Et voilà, on a du coup... Aujourd'hui, on va traverser la plus grande piste qu'on ait encore jamais fait pour arriver à la frontière du Cameroun. Et donc, on va voir ce qu'elle nous réserve. Il y a aussi peut-être des passages de rivières, nos premiers. Et voilà, là, le paysage, il est incroyable. Et ça fait du bien d'avoir du frais le matin et pendant la nuit. Parce qu'en général il fait super chaud et on a du mal à dormir. Et là on était bien sous la couette, c'était agréable. On a vraiment pu se reposer. Et puis j'ai hâte de faire cette piste parce que pour l'instant on a commencé hier vers 17 h et on a roulé 1 heure. Et donc c'était déjà super beau. Et là je pense qu'il y a des grands paysages qui nous attendent encore. Et voilà, j'ai hâte de voir ça. Et on se prépare tout doucement. On va ranger les affaires et partir assez tôt pour avoir une chance d'arriver en fin d'après-midi au Cameroun. Voilà. C'est parti. Hey, how are you?
Regardez-moi ces petits villages là en plein milieu de la montagne. Eux, c'est vraiment le isolé de tout le monde entier, c'est incroyable. Durant cette deuxième journée dans les montagnes nigériennes, on verra des paysages magnifiques, très secs, car nous sommes passés ici en saison sèche pour éviter les routes chaotiques en saison des pluies. On passera dans des petits villages isolés du monde, mais les quelques habitants doivent avoir l'habitude de voir quelques voyageurs, car pendant pas mal de temps, c'était la seule route pour rejoindre le Cameroun. Il est maintenant possible de passer par le bitume en escorte par des militaires. En fin de journée, on passera les 2 frontières, mais pas sans dégâts. Un amortisseur nous a lâchés et nous demande d'être très vigilants pour ne pas trop le solliciter. Notre première mission au Cameroun sera donc de réparer ça, mais aussi de trouver un peu d'essence parce que là on commence à être très short en diesel. Ça y est, on est arrivé au Cameroun. On a conduit là tous les jours au Nigeria. Chaque jour, on conduisait énormément. On partait tôt le matin vers 7-8 heures et on arrivait au coucher de soleil. À part 2 journées incroyables qu'on a fait dans une forêt tropicale où on a vu des chimpanzés et des drills. Ouais, non, c'était incroyable. Malheureusement, on a eu une mauvaise expérience là-bas où il y a une personne qui a essayé de nous attaquer parce qu'on a roulé de nuit et il faut absolument pas faire ça parce que c'est super dangereux. Et la police s'arrête en général de travailler à 17h parce que justement c'est un moment où ça craint un peu au Nigeria et on en a un peu fait les frais. Heureusement, rien de mal s'est passé, donc tout va bien. Et puis voilà, aussi pour arriver à la forêt où on a vu les singes, il y avait une piste, on s'est trompé de route et on a pris une piste, la pire piste qu'on a pris depuis le début. C'était vraiment hardcore et même les personnes qui vivent dans le coin nous disent qu'on la prend plus depuis 2 ans et que vraiment on était les seules personnes à l'avoir traversée cette année parce que elle est complètement défoncée. Et donc voilà, on était un peu content d'avoir un peu réussi cette route parce que clairement c'était flippant, surtout qu'on l'a fait à moitié de nuit. Mais bon, tout va bien. Là on est arrivé au Cameroun. On retrouve enfin une rivière parce qu'avant il n'y avait rien du tout. Et puis le Nigeria, on n'a absolument rien fait à part la forêt. C'était que de la route, des hôtels, la route, des hôtels. Et on n'a pas eu le temps de prendre des photos, d'aller voir les gens et tout ça, alors que là-bas les gens sont ultra gentils, comme les autres pays. Mais voilà, il y a quand même une insécurité et on se dit qu'il faut tracer et passer à l'autre pays. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas arrêté pour faire des photos. Mais voilà, maintenant on est au Cameroun, on va essayer de prendre un peu plus le temps et d'aller voir les gens comme on fait d'habitude, de danser, de capturer un peu toute la joie qu'il y a ici. C'est incroyable. Et puis voilà, on a hâte de continuer ce voyage complètement fou. Beaucoup de stress parce qu'on a pas mal de pannes avec la voiture souvent. Et donc quand on s'emmène sur des pistes, on est au milieu de nulle part et tu sais qu'ici il n'y a pas de dépanneuse qui va venir te chercher, bah t'as pas intérêt à avoir une casse à ce moment-là. Et donc voilà, pour l'instant tout va bien, on continue
et on a hâte de la suite.